Avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Chloé Nabédian, il ne faut plus dire bonne fête de fin d'année, mais plutôt triste fête de fin d'année, oui. Le réveillon de Noël en famille se résumera à 6 personnes autour de la table. Le réveillon du 31 décembre sera sous couvre-feu entre 20h et 6h du matin, avec des dérogations limitées. Certains internautes disent sur les réseaux sociaux qu'on va passer les fêtes en liberté surveillée, ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est même très juste. D'où le grand débat ce soir sur Sud Radio, fête de fin d'année. Allez-vous respecter les mesures annoncées par le gouvernement? Vous êtes 73% à dire non sur Twitter et vous pouvez bien évidemment réagir au 0826 300 300. Nous sommes en compagnie du docteur Laurent Sacomano, président de l'URPS, médecins libéraux de PACA. Bonsoir docteur Sacomano. Bonsoir Philippe. Est-ce que vous comprenez la réaction des auditeurs de Sud Radio qui disent on en a marre? Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, j'aurais été surpris que les Français répondent autre chose que qu'ils en aient marre. Ça fait presque bientôt 1 an que nous sommes en période de confinement ou à attendre des nouvelles, de savoir si on peut déconfiner, comment on va confiner, comment on va reconfiner ou déconfiner. C'est normal que tout le monde soit un petit peu épuisé et un petit peu sur les dents. D'accord, mais alors juste quand même une chose, on va parler vrai parce qu'on est sur Sud Radio, il y a des rumeurs, est-ce que c'est des fausses nouvelles, des fake news comme on dit aujourd'hui? Et c'est vrai qu'en ce moment, les consommations d'anxiolytiques, de somnifères, etc. et les syndromes dépressifs sont en train d'exploser en France alors qu'on est en plein second confinement de l'année 2020. Ce qui est sûr, c'est que les consultations auprès aussi bien des psychologues que des psychiatres, effectivement, explosent. Mais on peut le constater dans la vie quotidienne, hein, quand on voit l'agacement, l'énervement un petit peu de toute la population, sur les routes, dans les villes. Je crois que là, ça aussi, ça rejoint cet agacement, cette inquiétude, et puis ce manque de perspective. Je crois que beaucoup de personnes avaient fondé dans les vacances de Noël, qui sont habituellement un temps de recueillement, un temps de retrouvailles en famille, de décompression, pour un grand nombre aussi d'aération en montagne, ils ont la sensation qu'on leur enlève cette bouffée d'oxygène et peut-être aussi qu'ils considèrent qu'on leur enlève un petit peu à tort, parce qu'il y aurait peut-être pu y avoir des aménagements quand même pour, tout en gardant quand même les mesures barrières, en gardant en tête que le virus circule toujours et qu'on n'est toujours pas sorti d'affaire, peut-être une conciliation de la vie sociale un petit peu quand même un peu plus favorable. Chloé Nabédian. Oui, alors effectivement, le ras-le-bol est là. Après, j'essaie de voir le verre à moitié plein, puisque ça veut dire qu'on peut faire la fête quand même jusqu'à 6h du matin pour le jour de l'an, ne l'oublions pas. Donc à 6h30, on peut repartir chez nous tranquillement. Donc c'est avant tout ça quand même, le jour de l'an, faire vraiment la fête toute la nuit. Donc là, on pourra le faire. Enfin, excusez-moi, si on a dansé jusqu'à 6h du matin, je suis pas tellement partisan de prendre la route à 6h30, soit dit en passant. Sauf s'il y a 2 km à faire. Vous pourrez dormir sur place. C'est vrai. Et puis pour Noël, c'est l'occasion de resserrer les liens avec la famille proche, de plus voir peut-être le cousin que vous n'avez pas du tout envie de voir comme chaque année, et là plutôt faire le cercle restreint de la famille. Donc voyons un peu le côté positif des choses pour toujours profiter quand même de ce moment qui est magique pour tout le monde, il ne faut pas l'oublier. Docteur Sacomano, finalement, c'est la version positive des choses, celle de Chloé Nabédian. C'est bien, on va pas voir ce qu'on n'avait pas envie de voir, on n'a pas besoin d'anxiolytiques. Alors, c'est clair qu'il faut essayer de voir les choses et de toute façon, il faut le relativiser. Nous en parlons régulièrement aussi avec les patients que nous rencontrons parce que c'est bien évidemment un sujet de conversation majeur. Je crois que la relativité, elle doit être là au quotidien. Il y a des choses qui sont quand même bien plus graves. Et si on ne fête pas le réveillon le 31 décembre, peut-être qu'on pourra essayer d'imaginer de faire un réveillon à Pâques ou Noël en février. Enfin, oui, plutôt que d'avoir systématiquement toutes les astuces, et même si je les comprends, toutes les astuces pour contourner la règle qui est fixée, on peut se dire aussi que on va essayer de continuer à faire cet effort-là pendant le temps nécessaire pour vraiment essayer de franchir ce cap important, de laisser la vaccination, de laisser un petit peu ce taux d'immunité collective se faire pour pouvoir reprofiter un petit peu plus de la vie et de façon un peu plus confortable dans quelques semaines. Philippe Bilger, vous allez avoir la politique Chloé, qu'on va l'appeler comme ça, on va pas inviter ceux qu'on n'a pas envie de voir.
Ah ben c'est une bonne méthode. Moi, de toute façon, le réveillon, le 31, je n'en raffolais pas. Mais je voudrais, si vous le permettez, Philippe, demander au docteur Sacomano. Hier, j'ai entendu le Jean-Paul Hamon que nous entendons souvent sur Sud Radio et qui est en général assez critique sur la gestion par le pouvoir. Et hier, je l'ai entendu dire, et j'aimerais votre avis là-dessus, qu'au fond, les mesures que le Premier ministre nous a annoncées hier étaient cohérentes, qu'il pouvait difficilement faire autrement. Qu'en pensez-vous ? Oui, je crois que là-dessus, on est d'accord. On a un principe de base, et on l'a bien vu à chaque fois dans les cas de cluster, que l'épidémie galopait à chaque fois qu'on avait des rassemblements sociaux. Donc de fait, on a vu aussi que lorsqu'on reste confiné, on a beaucoup moins de risques de voir se propager l'épidémie. Ouais. Donc par définition, si on limite, et on sait très bien que les fêtes de fin d'année, c'est à la fois des rassemblements en famille, mais c'est aussi des rassemblements festifs, donc avec des amis qui sont un petit peu plus loin que le cercle habituel des gens avec qui nous vivons. Et on peut faire le constat, et on l'a fait au moment de la rentrée universitaire, les week-ends d'intégration étudiants ont été un moyen de propagation phénoménal de l'épidémie. Donc là où aujourd'hui nous n'avons même pas une décrue suffisamment importante, l'idée même qu'il puisse y avoir de nouveau des rassemblements, je crois que pour les politiques, il était obligatoire de fixer ces règles-là. Alors après, on peut discuter sur la montagne, sur les cinémas, les restaurants. Voilà, parce que alors peut-être que les restaurants, on peut les sortir aussi de ce débat-là, malheureusement pour eux, parce que ce sont des situations où, bien évidemment, on ne peut pas garder le masque. Mais je vous rejoins sur le fait de dire qu'en tout cas, il y a sans doute des endroits où la distanciation ou les mesures barrières pouvaient quand même être appliquées et peut-être bénéficier d'un régime dérogatoire. Mais la règle étant pour le plus grand nombre, et on le voit tous les ans lors des réveillons, voilà, c'est l'occasion de grandes manifestations, de grandes réunions pour partager sa joie, et de fait des situations qui là pouvaient être inquiétantes en termes de propagation du virus. Caroline Grima. Alors, moi, je partage avec Philippe Bilger un goût assez peu prononcé pour la soirée du 31 décembre. Mais pourquoi, de façon générale. Cette sylvestrophobie. Mais c'est pas de la phobie, voilà, je vois pas pourquoi on fait plus. Mais et puis je suis absolument d'accord avec vous, docteur, on peut parfaitement s'en passer. Ceci posé, ce qui m'agace systématiquement, et ça n'a pas loupé hier soir, c'est que la justification de toutes les mesures qui sont formulées par le gouvernement depuis le début de cette crise, et d'ailleurs c'est précisément les termes qui ont été repris par le Premier ministre hier soir, c'est que la hausse des contaminations, la hausse massive des contaminations, est incompatible avec l'état de l'offre hospitalière française. Et moi, à chaque fois que j'entends ça, ça me rend folle parce que je me dis que tout ce qu'on a investi dans l'économie qui est aujourd'hui totalement moribonde aurait pu être investi depuis des décennies dans notre offre hospitalière française. Et donc, si la question n'est pas tant de savoir si de mon côté, je vais respecter les préconisations et les demandes du gouvernement. Je vais surtout, en réalité, respecter le travail des soignants. Parce que la véritable problématique, c'est celle-là. C'est qu'effectivement, si on ne respecte pas tout cela, la conséquence pour vous, elle est immédiate. C'est un engorgement des services de réanimation. C'est une situation dans laquelle vous vous trouvez au quotidien qui est absolument intenable en raison d'une politique qui, depuis des années, n'est pas la politique qui devrait être pratiquée en matière hospitalière. Et c'est ça, moi, qui me rend en colère à chaque fois. Voilà. Laurent Sacomano, la colère de Caroline Grima, vous êtes d'accord avec ? Oui, bien sûr. Alors, oui, mais je vais quand même la nuancer. Qu'il n'y ait pas suffisamment d'investissement dans le monde de la santé, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, c'est sûrement pas moi qui vais dire le contraire. Nous nous exprimons suffisamment régulièrement là-dessus. La problématique, c'est que l'investissement, à mon sens, simplement sur l'hôpital aujourd'hui, ne suffit pas à expliquer ou ne permet pas de passer forcément cette crise.
On ne peut pas faire un investissement massif et majeur sur des moyens, par exemple en réanimation, qui ne serviraient que potentiellement une fois tous les 20 ans. J'espère que l'avenir sera celui-là pour dire qu'on n'aura pas d'autres crises un peu plus répétées, un peu plus régulières. Donc qu'on investisse sur la formation du personnel hospitalier pour pouvoir le déployer en cas d'épidémie. Oui, bien sûr. Qu'il y ait des moyens supplémentaires, oui, bien sûr. Maintenant, vous savez que créer un lit d'hospitalisation en réa avec tout le matériel que ça nécessite, l'espace que ça nécessite, c'est compliqué de le faire s'il n'y a pas une utilisation régulière de ces investissements. Ah oui, donc c'est plus compliqué que ça. Direction le 0826 300 300. Nous avons Françoise de Toulouse. Bonsoir Françoise. Bonsoir à vous tous. Eh ben nous vous écoutons. Les vraies voix vous écoutent et le docteur Sacomano également. Oui, alors et moi j'étais très très proche de discours qui vient d'être tenu par rapport à tout ce que l'on nous demande de faire. Et les lits d'hospitalisation, parce que le problème, il est quand même là. On peut nous expliquer que ça coûte très cher, je n'en doute pas. Mais enfin, comme cela a été dit, si depuis quelques années, on avait quand même fait ce qu'il fallait pour que l'on ait des lits dans les hôpitaux, et puis également que l'on tienne compte aussi des lits des cliniques privées, parce que j'ai l'impression qu'on ne parle toujours que du secteur public et qu'on oublie quand même le secteur privé. Ben, ça, c'est une perception personnelle. Non, mais c'est vrai. Donc, je suis toujours à jeun de savoir combien on peut bénéficier en France de lits d'hospitalisation en réanimation, public plus privé, additionnés. Ça, je ne connais pas le chiffre, je n'ai jamais eu Mais attendez, restez avec nous Françoise, on va demander au docteur Sacomano. On est bien d'accord, Françoise a 3000 fois raison, il n'y a pas de raison d'être saturé dans le public et avoir des lits de réa qui sont vides dans le privé. Alors ça, bien évidemment, on sait largement, on s'en est fait les porte-paroles, alors que nous sommes d'abord vraiment les libéraux, mais il y avait des tas de choses qui n'allaient pas, notamment dans la gestion de la première vague. Cet hospitalocentrisme, nous l'avons combattu, nous l'avons dénoncé. Et il faut dire quand même que pendant la deuxième vague, les choses ont été gérées de façon différente. Pour répondre à la question, on a à la louche à peu près entre 7000 et 8000 lits. Alors je dis de réanimation ou en tout cas de soins intensifs qui nous permettent de prendre en charge des patients graves présentant une pathologie Covid. D'accord. Sur ces lits-là, là c'est dans l'hôpital public. Non, tout confondu. Aujourd'hui, c'est la capacité en France. Dans cette capacité, on a parlé dans les termes de dire on armait des lits de réa, donc ça veut dire qu'il y a des lits qui sont tout le temps dédiés à la réanimation, mais il y a aussi des lits de soins intensifs. Par exemple, vous êtes opéré, au décours de l'intervention, vous allez passer par une unité où vous allez être surveillé. Alors, ça ne nécessite pas forcément de la réanimation lourde, mais c'est un endroit où, s'il se passe quelque chose, on pourra vous prendre en charge de façon efficace. Et puis, il y a aussi tous les lits, par exemple, d'ambulatoire. Un patient qui nécessite une coloscopie va bénéficier d'une anesthésie très légère, une sédation très légère. Mais il y a besoin d'un monitorage cardiaque, de différents appareils. Et du coup, c'est ce qui a été utilisé d'ailleurs dans la deuxième vague, quand on approchait vraiment de cette saturation complète des hôpitaux, c'était de dire que si on mettait le personnel à disposition dans ces établissements, et notamment les établissements privés, quelque part, on avait à peu près un lit de réanimation. Donc, pendant la deuxième vague, et actuellement, c'est encore le cas, même si le nombre décroît quand même d'utilisation de ces lits, l'hospitalisation privée dans son ensemble a été quand même beaucoup plus sollicitée, et ça, on peut s'en féliciter parce que ça nous avait semblé complètement aberrant pendant la première phase qu'on ait cet hospitalocentrisme, que les médecins libéraux soient laissés de côté, que les établissements privés ne soient pas sollicités, et pire encore, qu'on leur demande d'arrêter leur activité au cas où. Mais le cas où, il ne s'est jamais passé. Donc les patients non seulement n'étaient pas pris en charge quand ils étaient graves dans ces établissements, mais les patients qui avaient besoin d'être opérés de côté fonctionnel de leur prothèse de genou, de leur cataracte, ne pouvaient même pas en bénéficier non plus. Oui, donc c'est vraiment la quadrature du cercle. Françoise, vous avez une dernière question en 10 secondes ? Oui.
je passerai réveillon à la montagne avec mes enfants et mes petits-enfants. J'appliquerai mes propres mesures, j'allais dire de bon sens, que j'ai toujours appliquées, c'est-à-dire le port du masque, y compris quand on m'avait expliqué que ça servait à rien, comme j'en avais porté, de la distance, le lavage des mains, le gel, etc. Le lavage des mains, etc. Le bon sens, j'allais dire, à portée de votre chemin. Donc je n'ai pas besoin de Monsieur Macron non plus pour aérer chez moi. Merci au président de la République, j'avais pas pensé à ça. Et puis je n'ai pas besoin non plus de Monsieur Castex. Bon, sauf que je l'écoute parce qu'il me fait rire quand même. Merci beaucoup Françoise de Toulouse. Là-bas, les femmes, les jeunes filles et même les mémés aiment la castagne, comme chantait Claude Nougaro. Merci beaucoup docteur Laurent Sacomano, président de l'URPS PACA. Verdict sur Twitter, fête de fin d'année, allez-vous respecter les restrictions du gouvernement? Vous êtes non à 73%.